La fidélité dans l'histoire. Alors, est-ce que la fidélité a déjà existé? Est-ce que les gens ont déjà été fidèles? Est-ce qu'ils le sont aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait un moment où la monogamie a pris plus de place? Explique-nous tout. Voilà, Ou la très, monogynie. très vaste sujet. Alors, dès lors qu'on invente le mariage, on va demander la monogamie et la fidélité d'abord aux femmes, puisque souvenez-vous, le problème c'est de toujours savoir qui est le père des enfants, parce qu'il y a un proverbe latin qui a été conservé dans le droit pendant très longtemps, c'est mater semper certa est. On est toujours certain de l'identité de la mère, jamais de celle du père. Donc, on demande à l'épouse la fidélité. C'est pour ça que dans toutes les sociétés depuis l'Antiquité, les femmes sont divisées en deux catégories, mais qui existent toujours aujourd'hui dans notre imaginaire collectif. C'est la mère et la putain. Donc, l'épouse qui a la fonction de mettre au monde des enfants légitimes et la maîtresse, la concubine, la prostituée qui a pour but donc d'offrir du plaisir sexuel à l'homme. Ces femmes sont toujours clivées, elles sont dans deux corps différents, elles sont irréconciliables. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la liberté que nous avons acquise est déroutante pour beaucoup d'hommes puisqu'on est capable d'être les deux. Et ça, c'est tout neuf dans l'histoire. Donc, par exemple, dans l'Antiquité romaine, on considérait que seule la femme pouvait être adultère. L'homme, lui, ne peut être que complice d'adultère. C'est pas la même chose. Mais déjà, le sage Sénèque, donc, qui est un philosophe stoïcien, va dire « Bon, quand même, les garçons, c'est pas très bien de tromper votre femme parce que vous lui faites de la peine. » Mais rien n'interdit légalement dans le monde romain. Il va donc falloir attendre en Occident le christianisme. Je ne parle pas du monde juif que je connais beaucoup moins bien et qui a toujours coexisté à côté de l'Antiquité gréco-romaine, mais en tous les cas, dans l'orbite gréco-romaine, il faut attendre que le christianisme s'impose et dise à tout le monde « Oula, attention, le sexe, c'est quand même pas bien du tout, mais pour tout le monde. » Et donc, ça ne sert qu'à faire des enfants au sein du couple légitime pour qu'on encourage à la fidélité. Or, on s'est aperçu que comme on faisait des mariages qui étaient plutôt des mariages arrangés, au bout d'un moment, les gens ont envie d'aller voir ailleurs, les hommes comme les femmes. En fait, tout ça, c'est une question de désir. Et l'Église s'est dit, à partir du XVIe siècle, XVIIe, ils se sont dit, alors si on commence à prôner les mariages d'amour, les gens vont rester fidèles parce qu'ils seront amoureux. Mais ça n'a pas plus marché puisque l'amour, c'est une émotion et c'est de la chimie et ça ne dure pas toute une vie. Et là, encore une fois, c'est toi, Gilbert, qui pourra approfondir le sujet. Donc, on a toujours encouragé la fidélité tout en fermant les yeux, en tolérant des infidélités pour les hommes, beaucoup moins pour les femmes, il faut être encore plus discrète quand on est une femme, mais en réalité, je pense que c'est un vœu pieux la fidélité sur toute une vie et que peut-être que les nouvelles formes de couple vont s'autoriser à être des couples ouverts. Mais comme le disait très bien Catherine Robbe-Grillet, ce n'est pas à la portée de tout le monde. On n'est pas tous capables de vivre dans un couple libre parce qu'il faut être extrêmement sûr de soi, il faut être extrêmement indépendant et ne pas exister qu'à travers le regard de l'autre, sans compter tous les problèmes économiques, effectivement, dans un couple qui se sépare, parce qu'il y a aussi ça. Donc, voilà, je n'ai pas de solution à apporter là-dessus, si ce n'est que la fidélité est un vœu pieux et qu'à chacun de trouver sa solution. D'ailleurs, tu vois le côté monogame, polygame que tu demandais, Diane. Oui. Tu demandais, voilà. Tu sais que chez les animaux, on sait dire génétiquement si tel type d'animaux sont prévus génétiquement pour être monogames ou polygames, ou on dit polyandre, monoandre, polygyne, c'est-à-dire est-ce que une femelle va aller se faire féconder par plusieurs mâles ou est-ce qu'un mâle va féconder plusieurs femelles. Tu as par exemple des animaux comme les manchots qui sont extrêmement fidèles, des animaux comme les perroquets qui sont extrêmement fidèles et jaloux même. Il y a de la jalousie si on introduit une femelle dans une cage où il y a déjà un couple, ça peut être catastrophique. Et d'autres qui n'ont pas de fidélité. Et donc, on sait génétiquement plus ou moins si c'est programmé dans ce sens ou pas. Chez l'homme, ça fait des années, des décennies que les généticiens et les anthropologues essayent de savoir est-ce que l'être humain est prévu pour être monogame, polygame, fidèle, pas fidèle. Et c'est un bordel pas possible sur le plan génétique qu'on n'arrive pas à définir. Globalement, on a l'impression que l'être humain est prévu pour être une sorte de serial monogame. Il est avec quelqu'un, puis ensuite avec un autre, puis ensuite avec une autre, puis ensuite avec une autre personne.
Et sur le couple, moi, il y a une phrase que j'adore, c'est si on ne dit pas à un être humain que le couple existe, il ne se mettrait pas spontanément en couple. C'est pas forcément quelque chose de naturel prévu naturellement, à part bien sûr la reproduction. Et donc c'est plutôt un choix d'être en couple. D'ailleurs, vous avez remarqué une chose, quand deux personnes se mettent en couple, jamais au début ils disent au fait toi t'es pour la fidélité ou pour l'infidélité. On a l'impression que c'est entendu. Oui. Alors que c'est le genre de questions qui devraient être posées au début d'une relation de couple. C'est pas forcément de couple qui se pose cette question. Oui. Surtout et ben chez de nos jours, urbains. Oui, c'est ça. Ce que tu disais tout à l'heure, les nouvelles formes de couple, et ben c'est ça. C'est au fait, toi, tu es plutôt amour libre, couple ouvert. Ben, de nos jours, ça y est, ça commence à venir dans ce sens-là. Est-ce que tu ne crois pas, Virginie, que c'est aussi lié à l'indépendance de la femme, le fait que cette vision du couple change aussi? Bien sûr, parce que dès lors qu'on autorise la femme à avoir une sexualité à égalité avec les hommes, elle peut se permettre une vie similaire. Donc c'est aussi indépendance financière. Exactement, c'est l'indépendance financière qui permet la liberté sexuelle aux femmes. Et ça, on ne l'a pas inventé aujourd'hui. Coco Chanel disait même, les femmes n'ont pas besoin d'égalité, elles ont besoin d'indépendance. Donc, vous voyez bien où elle mettait la barre finalement, elle la mettait au-dessus de l'égalité. Gisèle Halimi disait, les femmes, si vous voulez être libres, il faut gagner votre vie. Et finalement, ce qui est aliénant pour une femme, c'est de dépendre financièrement de son mari. Alors évidemment, on ne va pas conspuer les femmes qui font ce choix-là, puisqu'elles sont libres de le faire aujourd'hui. Mais la vraie liberté, ça a un coût, évidemment.